il y a 230 millions d'années, la Terre était un monde que vous ne reconnaîtriez pas. Pas de prairies, pas de fleurs, pas d'oiseaux chantant dans les arbres, pas de mammifères courant dans les sous-bois, rien de tout cela n'existait encore. Ce que vous auriez vu à la place aurait défié votre imagination. Des forêts de fougères géantes s'étendant jusqu'à l'horizon, des cycas au tronc épais comme des colonnes de temple, des prêles atteignant 10 mètres de hauteur, et dans cette végétation dense, suffocante, silencieuse, des créatures d'une taille et d'une diversité que l'esprit humain peine encore à saisir pleinement, les dinosaures. Ces animaux ont dominé notre planète pendant 165 millions d'années. Pour comprendre l'échelle de ce chiffre, les premiers ancêtres de l'humanité sont apparus il y a environ 7 millions d'années. Les dinosaures ont régné 23 fois plus longtemps que notre lignée n'existe. Ils ont traversé des continents qui se déplaçaient, des climats qui changeaient, des extinctions partielles qui auraient pu les effacer, et ils ont survécu, encore et encore, jusqu'à ce qu'une roche venue de l'espace mette fin à tout cela en quelques années. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce monde disparu dans tous ses détails. Qui mangeait qui? Quelles plantes formaient la base de toutes les chaînes alimentaires? Quels prédateurs terrorisaient les cieux, les terres et les eaux? Et pourquoi ce monde, aussi violent qu'il était, constituait l'un des écosystèmes les plus complexes et les plus équilibrés que notre planète ait jamais connus? Tout ce que vous allez entendre repose sur des données paléontologiques réelles, des fossiles, des analyses chimiques, des simulations informatiques. La science du Mésozoïque telle qu'elle est aujourd'hui. Commençons par le commencement. L'ère des dinosaures se divise en 3 grandes périodes. Le Trias, de 252 à 201 millions d'années. Le Jurassique, de 201 à 145 millions d'années. Et le Crétacé, de 145 à 66 millions d'années. Chaque période avait ses propres espèces dominantes, ses propres écosystèmes, ses propres conditions climatiques, mais toutes partageaient une caractéristique commune, la chaleur. Pendant l'essentiel de l'ère des dinosaures, la Terre était bien plus chaude qu'aujourd'hui. Les pôles n'avaient pas de glace permanente, les niveaux des mers étaient plus élevés, l'atmosphère contenait 2 à 8 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui. Des forêts tropicales existaient à des latitudes où poussent aujourd'hui les toundras arctiques. C'était un monde en ébullition permanente, un monde d'une productivité biologique extraordinaire. Et pour comprendre qui y vivait, il faut d'abord comprendre ce qui y poussait. La végétation du Mésozoïque était radicalement différente de celle que nous connaissons. Les plantes à fleurs, les angiospermes, n'apparurent qu'au début du Crétacé, il y a environ 130 millions d'années. Avant cela, le monde végétal était dominé par ce qu'on appelle les gymnospermes, des plantes produisant des graines mais pas de fleurs. Les conifères étaient omniprésents, pas nos épicéas et nos pins modernes, mais des espèces géantes aujourd'hui disparues ou relictuelles. L'araucaria, dont quelques espèces survivent encore en Amérique du Sud et en Océanie, était l'un des arbres les plus communs du Jurassique. Ses branches caractéristiques en parasol et ses écailles rigides sont reconnaissables dans les fossiles du monde entier. Ces arbres pouvaient atteindre 30 à 40 mètres de hauteur. Les cycas, ces plantes à l'aspect de palmiers avec leur couronne de feuilles rigides et pennées, étaient extrêmement répandues au Trias et au Jurassique. Certaines espèces pouvaient atteindre plusieurs mètres de hauteur. Leur tronc épais et leur résistance à la sécheresse en faisaient des colonisateurs efficaces de nombreux environnements. Les dinosaures herbivores y trouvaient une nourriture abondante, bien que difficile à digérer en raison de la dureté et de la composition chimique défensive des feuilles. Les fougères arborescentes constituaient le sous, étage de nombreuses forêts mésozoïques. Certaines espèces atteignaient 10 à 15 mètres. Leur front immense créait un couvert végétal dense qui abritait une faune d'arthropodes, de petits reptiles et de proto-mammifères. Les gingos, dont une seule espèce, Ginkgo biloba, survivent aujourd'hui, étaient représentés par des dizaines d'espèces différentes pendant le Mésozoïque. Ces arbres à feuilles en éventail pouvaient atteindre 30 mètres et constituaient une part importante des forêts tempérées de l'époque. Les prêles géantes, vestiges des forêts du Carbonifère, existaient encore mais avaient considérablement réduit leur taille et leur dominance. Elles colonisaient les berges des rivières et les zones humides. Au Crétacé, l'apparition et la prolifération rapide des plantes à fleurs changea tout. En quelques dizaines de millions d'années, les angiospermes colonisèrent la quasi-totalité des environnements terrestres. Des magnolias primitifs, des platanes, des premières graminées vers la fin du Crétacé. Cette révolution végétale eut des effets profonds sur toute la faune, contraignant certains herbivores à s'adapter et ouvrant des niches écologiques entièrement nouvelles. Mais avant les fleurs, cette végétation sans couleur verte, vert-gris, brun, nourrissait des créatures d'une taille qui n'a plus jamais été égalée sur Terre. Les sauropodes, ces dinosaures, constituent le groupe d'animaux les plus massifs ayant jamais marché sur la planète. Leur plan corporel était remarquablement cohérent.
Un corps massif en forme de tonneau, 4 piliers de pattes, un très long cou, une petite tête, une longue queue servant de balancier. Diplodocus, l'un des sauropodes les mieux connus, atteignait 27 mètres de longueur pour une masse estimée entre 12 et 16 tonnes. Sa queue, extrêmement longue et fine, pouvait être claquée comme un fouet à des vitesses supersoniques pour effrayer les prédateurs ou dans des comportements de dominance entre individus. Brachiosaurus se distinguait par ses pattes avant plus longues que ses pattes arrière, lui donnant une posture inclinée vers l'avant et lui permettant d'atteindre des hauteurs de végétation de 12 à 15 mètres. Sa masse était probablement comprise entre 30 et 60 tonnes selon les estimations. Argentinosaurus, connu à partir de fossiles fragmentaires d'Argentine, est le candidat au titre de plus grand animal terrestre ayant jamais existé. Les estimations de sa masse varient entre 70 et 100 tonnes. Sa longueur approchait les 35 à 40 mètres. Ces créatures avaient besoin de quantités phénoménales de nourriture. Des modèles métaboliques suggèrent qu'un grand sauropode adulte consommait entre 150 et 500 kg de végétation par jour. Pour ingérer ces quantités sans mâcher, la plupart des sauropodes avalaient les feuilles sans les mâcher, laissant leur tube digestif de plusieurs dizaines de mètres faire le travail. Ils avaient développé des dents en forme de crayon ou de cuillère adaptées à l'arrachage et non à la mastication. Leur digestion était assurée par des gastrolites des pierres avalées délibérément qui broyaient mécaniquement la végétation dans l'estomac. Des concentrations de ces pierres polies sont souvent retrouvées à l'emplacement de l'abdomen des fossiles de sauropodes. Ces animaux vivaient en troupeau. Des traces fossilisées ichnofossiles montrent des pistes parallèles de dizaines d'individus se déplaçant ensemble, les jeunes protégés à l'intérieur du groupe, les adultes en périphérie. Certaines accumulations d'ossements les bone beds suggèrent que des troupeaux entiers pouvaient périr ensemble lors de catastrophes climatiques comme des sécheresses. À côté des sauropodes, les ornithopodes constituaient le deuxième grand groupe d'herbivores. Ces dinosaures bipèdes et quadrupèdes étaient plus petits, mais d'une diversité extraordinaire. Iguanodon, découvert en 1822 par Gideon Mantell, est l'un des premiers dinosaures scientifiquement décrits, mesurait entre 9 et 11 mètres et pesait entre 3 et 5 tonnes. Il pouvait se déplacer à 4 pattes ou se dresser sur ses membres postérieurs pour atteindre une végétation plus haute. Son pouce transformé en éperon osseux était probablement une arme défensive contre les prédateurs. Les hadrosaures, ou dinosaures à bec de canard, dominèrent les écosystèmes du Crétacé supérieur. Edmontosaurus atteignait 13 mètres et représentait l'une des espèces de dinosaures les plus abondantes connues. Parasaurolophus se distinguait par sa crête crânienne creuse en forme de tube recourbé, probablement utilisée pour produire des sons de basse fréquence audibles à grande distance pour la communication intraspécifique. Des études acoustiques modernes, basées sur la reconstruction numérique de ces crêtes, suggèrent qu'elles produisaient des sons comparables à ceux des trombones basses. Les ankylosaures représentaient une troisième grande famille d'herbivores. Ces dinosaures cuirassés portaient une armure de plaques osseuses, les ostéodermes incrustés dans leur peau, des épines latérales et pour certaines espèces comme Ankylosaurus, une masse caudale d'os fusionnés capable de briser les os des prédateurs. Leur taille variait de 4 à 9 mètres. Les cératopsiens et les dinosaures à cornes étaient les herbivores caractéristiques du Crétacé tardif. Triceratops, l'un des derniers dinosaures non aviens, mesurait 9 mètres et pesait entre 6 et 12 tonnes. Ses 3 cornes, dont les 2 frontales pouvaient dépasser 1 mètre de longueur, et sa collerette osseuse cerclée d'épines, le frill, constituaient à la fois des armes défensives et des structures de parade sexuelle. Des analyses récentes des marques d'usure sur les cornes suggèrent des combats intraspécifiques similaires à ceux des boucs modernes. Les stégosaures, emblématiques du Jurassique, portaient 2 rangées de plaques osseuses le long de leur dos dont la fonction fait encore débat. Vascularisation sanguine visible dans certains fossiles, asymétrie entre les 2 rangées dans de nombreux spécimens, orientation vers l'environnement plutôt que vers les prédateurs. Tous ces indices suggèrent que ces plaques étaient principalement des structures de thermorégulation ou de signalisation visuelle plutôt que des défenses. Les 4 épines de la queue leuthagomysaire étaient en revanche clairement offensives. Des marques correspondant à ces épines ont été retrouvées sur des os de grands prédateurs. Maintenant, parlons de ceux qui mangeaient tout cela, les carnivores. Le Tyrannosaurus rex est l'animal préhistorique le plus connu, le plus étudié et peut être le plus mal compris du grand public. Sa taille est bien établie. 12 mètres de long, 4 mètres de hauteur au niveau des hanches, une masse comprise entre 8 et 14 tonnes selon les individus. Ses dents, certaines, atteignant 25 cm hors de la gencive, étaient parmi les plus robustes jamais développées par un vertébré terrestre. Elles étaient conçues non pas pour couper, mais pour perforer et comprimer, capables de traverser l'os et d'en extraire la moelle.
La question du mode de vie du T, Rex prédateur actif ou charognard, a occupé les paléontologues pendant des décennies. La réponse, étayée par les données actuelles, est claire. Il était principalement un prédateur actif capable d'opportunisme charognard, comme la plupart des grands carnivores actuels. Des os de proie portant des marques de dents de T, Rex, et montrant des signes de cicatrisation biologique ont été retrouvés, prouvant que certaines proies ont survécu aux attaques et guéri, ce qui n'est possible que si l'attaque avait eu lieu sur un animal vivant. Sa vitesse de déplacement fait l'objet d'études récentes utilisant des modèles de mécanique des muscles et de l'os. Les estimations convergent vers une vitesse maximale de 10 à 7 à 25 km/h, plus lente que ce que les films suggèrent, mais suffisante pour rattraper ses proies principales qui n'étaient guère plus rapides. Des analyses de kératine et de protéines préservées dans des fossiles exceptionnels suggèrent que le T. Rex avait des plumes, ou du moins des protoplumes, notamment sur les zones dorsales, similaires à celles observées chez des théropodes plus petits proches parents. Chez les adultes, cette couverture était probablement vestigiale, la grande taille rendant la thermorégulation par plumes contre-productive. Spinosaurus, connu principalement d'Afrique du Nord, rivalisait ou dépassait le T-Rex en longueur avec ses 15 à 10 à 8 mètres. Mais son mode de vie était radicalement différent. Des analyses chimiques de ses os, des études de sa morphologie dentaire, la forme de sa queue adaptée à la nage et la découverte de fossiles de poissons dans son aire de répartition convergeant vers la conclusion que Spinosaurus était principalement aquatique ou semi-aquatique, chassant des poissons géants notamment Onchopristis, une récit de 6 mètres dans les cours d'eau nord-africains du Crétacé. Sa voile dorsale, formée par des épines neurales de plus de 2 mètres de hauteur recouvertes de peau et vascularisées, était probablement une combinaison de thermorégulateurs et de structures de parade. Allosaurus dominait les écosystèmes du Jurassique tardif. Mesurant entre 8 et 12 mètres, ce théropode chassait en groupe, selon certaines interprétations des bonnes bêtes, où plusieurs individus ont été retrouvés associés à des ossements de grands sauropodes. Sa stratégie de chasse différait de celle du T. Rex, ses dents en lame de couteau coupaient les chairs plutôt que de perforer les os, suggérant une attaque de hachage répétée plutôt que la morsure crânienne dévastatrice du T-Rex. Vélociraptor, popularisé par Jurassic Park dans une version grossièrement exagérée, était en réalité un animal de la taille d'une dinde 60 cm au garrot, 2 mètres de longueur et environ 15 kg. Ces plumes, aujourd'hui prouvées par des tubercules de plumes sur certains fossiles, en faisaient ressembler davantage à un oiseau terrestre prédateur qu'au reptile lisse et imposant des films. Sa griffe rétractile de sickle claw était probablement utilisée pour maintenir les proies et permettre une morsure répétée à la gorge, comme le font les komodos modernes. Cependant, les cousins nord-américains de Vélociraptor étaient bien plus imposants. Deinonychus atteignait 3 mètres de longueur et 1 mètre de hauteur. Utahraptor, le plus grand des dénonychosaures connus, pouvait atteindre 7 mètres pour 600 kg. Ces animaux chassaient probablement en meute des proies bien plus grandes qu'eux. Giganotosaurus, de Patagonie, atteignait 12 à 13 mètres et constituait le principal superprédateur de l'Amérique du Sud au Crétacé. Il coexistait avec d'immenses sauropodes titanosaures comme Argentinosaurus et des analyses biomécaniques suggèrent qu'il pouvait s'attaquer aux juvéniles de ces géants ou aux individus affaiblis. Les herbivores et les carnivores terrestres n'étaient pas les seuls acteurs de ces écosystèmes. Les cieux étaient habités par les ptérosaures, ces reptiles volants non dinosauriens, dont les ailes étaient formées par une membrane tendue entre le 4e doigt allongé et le corps. Les ptérosaures furent les premiers vertébrés à évoluer un vol actif, précédant les oiseaux et les chauves-souris d'au moins 50 millions d'années. Les premiers ptérosaures du Trias, comme Eudimorphodon, étaient de petite taille, environ 1 mètre d'envergure, avec des dents pour attraper des insectes et des poissons. Mais au Crétacé, certains genres avaient atteint des tailles proprement stupéfiantes. Quetzalcoatlus northropi, du Texas, possédait une envergure estimée entre 11 et 12 mètres. C'est l'animal volant le plus grand ayant jamais existé. Sa hauteur au sol, comparable à celle d'une girafe, ses membres antérieurs transformés en appendices de locomotion terrestre efficace, et sa tête de 2,5 mètres dotée d'une crête suggère un mode de vie de prédateur terrestre géant se comportant comme une cigogne de la taille d'un avion de combat, piétinant les plaines pour attraper de petits dinosaures et d'autres vertébrés. Pteranodon, du Crétacé de l'Amérique du Nord, était plus petit, 6 à 7 mètres d'envergure, mais mieux connu grâce à des centaines de fossiles. Son bec est denté et la forme de son crâne suggère une alimentation de poissons attrapés en surface, comme les frégates modernes. Les eaux du Mésozoïque abritaient des créatures tout aussi spectaculaires que les terres. Les mers du Jurassique et du Crétacé n'étaient pas les mers calmes que nous connaissons. Les niveaux marins étaient bien plus élevés qu'aujourd'hui pendant le maximum transgressionnel du Crétacé. Une mer intérieure appelée la Voie maritime de l'Ouest coupait l'Amérique du Nord en deux,
de l'Arctique au golfe du Mexique. Ces eaux, chaudes et riches en nutriments, abritaient une biodiversité marine d'une richesse exceptionnelle. Les ichthyosaures dominèrent les mers du Trias et du Jurassique. Ces reptiles marins avaient convergé vers une forme quasi identique à celle des dauphins modernes, un exemple remarquable de convergence évolutive. Leurs yeux gigantesques, les plus grands parmi tous les vertébrés connus, suggèrent une chasse en eau profonde et peu lumineuse. Ophthalmosaurus avait des yeux de 23 cm de diamètre. Des fossiles de femelles gravides avec des embryons en position de naissance confirment que les ichthyosaures étaient vivipares et donnaient naissance à leurs petits dans l'eau. Les plésiosaures se divisaient en deux groupes morphologiques distincts. Les plésiosauridés avaient un corps court et large, un long cou et une petite tête, ce que le cliché populaire du monstre du Loch Ness représente, bien que Nessie n'existe pas. Elasmosaurus portait un cou de 8 mètres composé de 72 vertèbres cervicales, le plus long de tous les vertébrés connus. Les pliosauridés avaient au contraire un cou court et une tête massive comme Chronosaurus, dont la tête atteignait 2 à 3 mètres et pouvait exercer une force de morsure estimée à plusieurs tonnes. Les mosasaures remplacèrent les ichthyosaures et rivalisèrent avec les plésiosaures au Crétacé tardif. Ces reptiles squamates, proches des varans actuels, devinrent les prédateurs dominants des océans du Crétacé supérieur. Mosasaurus hoffmanni atteignait 10 à 7 mètres et pesait plusieurs tonnes. Sa double rangée de dents palatines empêchait les proies de s'échapper. Tylosaurus, à 12 mètres, était probablement l'apex prédateur de la voie maritime de l'ouest intérieur, se nourrissant de plésiosauridés, de requins, de tortues géantes et d'autres mosasaures. Les requins existaient déjà pendant l'ère des dinosaures sous des formes reconnaissables. Cretoxyrina mantelli, le requin guinçou, mesurait 7 à 8 mètres et était le grand requin blanc de son époque. Des dents fossilisées de Cretoxyrina ont été retrouvées fichées dans des os de mosasaures et de plésiosauridés, témoignant de confrontations entre ces superprédateurs. Les tortues marines du Crétacé atteignaient des tailles impressionnantes. Archelon mesurait 4 mètres et pesait 2 tonnes, la plus grande tortue ayant jamais existé. Ses pattes avant étaient transformées en nageoires puissantes. Elles se nourrissaient probablement de méduses et de céphalopodes. Les ammonites mollusques céphalopodes à coquilles spiralées étaient les organismes marins les plus abondants et les plus diversifiés du Mésozoïque. Des milliers d'espèces sont connues, de quelques centimètres à 2 mètres de diamètre pour Parapusosia cepenradensis. Ces animaux constituaient une ressource alimentaire majeure pour tous les grands prédateurs marins. Les poissons à nageoires rayonnées et les actinoptérygiens connaissaient une diversification importante. Xifactinus atteignait 6 mètres et possédait une mâchoire dotée de dents en forme de croque. Un fossile célèbre montre un Xifactinus avec un poisson de 2 mètres intact dans son estomac, le prédateur ayant probablement étouffé sur une proie trop grande. Sur Terre, les insectes du Mésozoïque différaient de ceux d'aujourd'hui par leur diversité plutôt que par leur taille. Les libellules existaient en abondance mais n'atteignaient plus les dimensions du Carbonifère en raison d'une concentration d'oxygène plus modérée. Les blattes, les coléoptères, les punaises et les grillons étaient présents. Les fourmis et les abeilles n'apparurent qu'au Crétacé, coévoluant avec les premières plantes à fleurs. Des termites primitifs décomposaient le bois mort et jouaient un rôle crucial dans le recyclage des nutriments. Des papillons primitifs sans les fleurs auxquelles ils sont aujourd'hui associés, se nourrissant peu, êtres des sécrétions sucrées des cycas, sont connus au Jurassique tardif. Les premiers mammifères coexistaient avec les dinosaures depuis le Trias, mais pendant 160 millions d'années, ils restèrent petits, discrets, principalement nocturnes. La pression de prédation exercée par les dinosaures et la compétition pour les ressources diurnes les confinaient à une niche de petits insectivores et omnivores nocturnes. Morganoucodon, l'un des premiers mammifères reconnus, ressemblait à une musaraigne et pesait quelques grammes. Repelomamus robustus, du Crétacé inférieur de Chine, était exceptionnel. Il mesurait 1 mètre et pesait plusieurs kilogrammes. Un fossile remarquable montre les restes d'un juvénile de Psittacosaurus dans son estomac, preuve que certains mammifères se nourrissaient de petits dinosaures. Les ancêtres des oiseaux modernes sont apparus au Jurassique tardif. Archaeopteryx, connu depuis 1861, est le fossile de transition le plus célèbre entre les dinosaures théropodes et les oiseaux modernes. Il possédait des plumes complètes capables de vol, mais aussi des dents, des griffes aux ailes et une longue queue osseuse. Au Crétacé, de véritables oiseaux à queue courte existaient en abondance, certains encore dentés, d'autres déjà édentés. Hesperornis était un plongeur marin d'1,8 mètre aux ailes vestigiales, chassant des poissons dans les eaux intérieures d'Amérique du Nord.
La chaîne alimentaire de l'ère mésozoïque fonctionnait selon des principes identiques à ceux des écosystèmes actuels, simplement à une toute autre échelle. À la base, les végétaux cycas, fougères, conifères, gingos, et au Crétacé, les angiospermes capturaient l'énergie solaire par photosynthèse. Les estimations de la productivité primaire des forêts mésozoïques suggèrent qu'elles étaient comparables ou supérieures aux forêts tropicales actuelles en raison des niveaux élevés de CO2. Les grands herbivores sauropodes, hadrosaures, cératopsiens, ankylosaures convertissaient cette biomasse végétale en masse corporelle animale avec une efficacité de l'ordre de 10%, conformément à la règle générale des pyramides écologiques. Les carnivores de taille moyenne théropodes, de 4 à 8 mètres, se nourrissaient des juvéniles des grands herbivores et des herbivores de taille moyenne. Ils constituaient un niveau trophique intermédiaire essentiel. Les superprédateurs au sommet T, Rex, Spinosaurus, Giganotosaurus, avaient besoin de territoires immenses pour subvenir à leurs besoins énergétiques. Des estimations basées sur les besoins caloriques suggèrent qu'un T, Rex adulte, pouvait consommer l'équivalent de plusieurs centaines de kilogrammes de viande par semaine, mais n'avait peu être besoin de chasser que quelques fois par mois. Les décomposeurs bactéries, champignons, insectes nécrophages, ptérosaures charognards, fermaient le cycle en recyclant les nutriments dans le sol, permettant la repousse végétale. Ce système fonctionnait depuis des dizaines de millions d'années avec une remarquable stabilité lorsque tout prit fin. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre frappa la péninsule du Yucatan à une vitesse d'environ 20 km par seconde. L'énergie libérée était de l'ordre de 100 millions de mégatonnes. L'impact provoqua immédiatement un tsunami, des séismes de magnitude 12 ou plus, et des incendies généralisés. Mais le coup fatal vint des mois et des années suivants. L'éjecta de poussière et de soie volcanique obscurcit la lumière solaire, effondrant la photosynthèse et toutes les chaînes alimentaires qui en dépendaient. 75% des espèces disparurent, les dinosaures non-aviens disparurent, les ptérosaures disparurent, les mosasaures, les plésiosaures et de nombreuses familles d'ammonites disparurent. Ce qui survécut, les crocodiles dans les eaux, les tortues, les lézards et les serpents. Quelques espèces d'oiseaux et les mammifères nocturnes qui purent se nourrir de graines, de racines et d'insectes lorsque les grandes plantes eurent disparu. Ce sont ces survivants qui, en 66 millions d'années supplémentaires, donneront naissance aux éléphants, aux baleines, aux aigles, aux orchidées, aux prairies et finalement aux humains. Mais ceci est une autre histoire. Ce que nous retenons de l'ère des dinosaures, c'est ceci. La vie trouve toujours un moyen de remplir chaque niche disponible avec une créature adaptée, spécialisée, parfois sublime. Des écosystèmes d'une complexité extraordinaire peuvent se maintenir pendant des centaines de millions d'années. Et une catastrophe venue de l'espace peut tout effacer en quelques années. La Terre était habitée bien avant nous, elle sera habitée bien après nous. Nous ne sommes qu'un chapitre dans une histoire infiniment plus longue.